Eh ben, bonjour, bienvenue du coup pour cette conférence sur la trilogie du samedi. Donc je suis Claire Cornillon, je suis maîtresse de conférence à l'université de Nîmes et je suis spécialiste de séries. Et donc, je suis une grande sériephile des années 90, justement, c'est là où j'ai vraiment découvert les séries et j'ai commencé à les aimer profondément. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de parler de la trilogie du samedi parce que c'est vraiment comment dire, une case horaire qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Alors, donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a un problème à indiquer dans le chat, j'essaierai de répondre. Alors, donc, la trilogie du samedi. Alors, j'arrive sur mon PowerPoint. Voilà. Alors, la trilogie du samedi, c'est vraiment une case horaire culte, mythique des années 90. Ça a commencé en fait en 97 et elle va rester sur M6 jusqu'en 2008. En fait, la toute première trilogie du samedi, c'est le 6 décembre 1997. Et donc, comme elle reste voilà, à l'antenne pendant 11 ans, ça va vraiment marquer les sériphiles de l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y avait une autre case horaire avant la trilogie du samedi sur M6 le samedi soir. C'était les samedis fantastiques. Et du coup, en fait, beaucoup de gens croient que X-Files passait dans la trilogie du samedi. Mais en fait, X-Files n'est jamais passé dans la trilogie du samedi. C'est une erreur classique. En fait, tout simplement parce que X-Files passait dans les samedis fantastiques. Donc, c'était avant. Ça a commencé en 95, les samedis fantastiques. Et il y avait une programmation au départ d'X-Files et puis en deuxième partie de soirée des contes de la crypte. Et après, dans un deuxième temps, c'était au-delà du réel, l'aventure continue. Mais c'est devenu en 97 la trilogie du samedi et c'était vraiment une autre programmation. En fait, la trilogie du samedi, à l'origine, la toute première trilogie du samedi, ça vient d'une programmation américaine sur la chaîne NBC qui s'appelait Trilogy. Donc NBC, c'est vraiment une des grandes chaînes américaines. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien le fonctionnement en fait de la télévision américaine, mais il y a des grandes chaînes nationales qui sont peu nombreuses, hein, ABC, NBC, CBS, à partir des années 90 Fox, et puis maintenant CW, qui est en fait qui était anciennement dans les années 90 WB et UPN. Donc ça, c'est les grandes, grandes chaînes américaines et NBC donc en fait partie. Ils ont des programmations de séries originales. Et donc, ils lancent dans les années 90 cette programmation qui s'appelle Trilogy, donc c'est-à-dire un mélange entre trilogy, une trilogie, et thriller, évidemment. Et la première programmation de Trilogy, vous la voyez là sur le PowerPoint que je vous ai mis, c'est donc Dark Skies, The Pretender et Profiler. C'est-à-dire en fait la première trilogie du samedi. Ils ont vraiment repris exactement la programmation, simplement l'ordre n'était pas le même, puisqu'en fait c'est Pretender, donc le caméléon, qui ouvrait la première trilogie du samedi, puis Dark Skies, puis évidemment Profiler plus tard dans la soirée, parce que c'était une série beaucoup moins grand public en fait, beaucoup plus violente. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la toute première en fait trilogie du samedi. Et ensuite, la programmation française va en fait s'autonomiser par rapport à cette programmation américaine, puisque M6 va passer toutes sortes de séries en fait pendant 10 ans dans sa case trilogie du samedi, des séries qui en fait viennent de plusieurs chaînes, de chaînes différentes aux États-Unis et qui de contextes tout à fait différents. Globalement, une des lignes quand même de conduite, c'est que c'est généralement des séries fantastiques ou vraiment à suspense. Bon, parce que par exemple, Profiler, c'est moyennement fantastique, même si on pourrait considérer que les Samantha Waters a des sortes de visions, mais enfin, c'est plus policier que fantastique. Mais globalement, dans la trilogie du samedi, ça va être vraiment surtout ce genre de séries-là. Alors, il y a énormément de séries qui sont passées dans la trilogie du samedi, donc je ne vais pas pouvoir évidemment toutes les évoquer, mais je vais en évoquer quelques-unes. Je vous ai mis quelques images là dans les slides suivantes pour voir si vous reconnaissez ces séries. Je les ai mises sans titre, évidemment, pour voir si vous reconnaissez ces séries qui sont passées dans la trilogie. Alors, il y en a qui sont très simples et il y en a que peut-être vous connaissez moins. Donc, on peut peut-être essayer de faire ce petit jeu-là si vous voulez. Si vous reconnaissez la série, vous mettez le titre dans le chat. On va voir si ça marche. Alors, je vous ai mis d'abord une première qui est facile ou pas une des plus évidentes, mais quand même encore assez facile. Vous me dites si vous la reconnaissez.
celle-ci, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, Sentinelle, effectivement. Donc Sentinelle, en fait, c'est la série qui va prendre immédiatement la suite de Dark Skies, parce que Dark Skies est une série qui n'a pas duré très longtemps. Elle a été annulée assez rapidement. Et donc, du coup, il n'y avait plus d'épisodes à passer sur la trilogie du samedi. Et donc, du coup, ils sont passés à Sentinelle. Donc, c'était une histoire d'anciens militaires commando qui a développé ses sens de manière extraordinaire. Et donc, du coup, il s'en sert pour, voilà, aider la police, et il est accompagné de son ami qui est en fait un étudiant en anthropologie, voilà, qu'on voit sur l'image. Donc ça, effectivement, c'est Sentinelle. Après, je vous ai mis d'autres. Alors là, c'est facile, mais c'est quand même deux grandes séries de la trilogie du samedi que tout le monde a bien sûr regardé. Donc voilà, Charmed à gauche, bien sûr, et évidemment Smallville à droite. Donc ça, c'est deux grandes époques aussi de la trilogie du samedi. C'est des séries qui ont duré assez longtemps, donc elles ont vraiment marqué aussi. On en reparlera un petit peu après. Ensuite, je vous ai mis plus difficile. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, ce n'est pas Slider, ça aurait pu, mais non. Ouais, c'est FX Effets spéciaux, bravo, exactement. Donc, c'était une série que moi j'aimais beaucoup dans les années 90, où en fait, le personnage principal est un spécialiste d'effets spéciaux, et il aide du coup la police à monter des espèces voilà, je sais pas comment dire, parfois d'arnaques. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y avait beaucoup de séries de ce type en fait, où vous aviez une équipe de gens qui n'ont rien à voir en fait avec la police, mais qui aident la police de manière assez incongrue et originale, en montant des histoires pas possibles. On a encore la tradition de ce type de série-là jusqu'à aujourd'hui, avec des séries comme un peu Scorpion, par exemple, si vous connaissez. Vous voyez, c'est un peu ce type de série. Mais FX Effets spéciaux, ouais, c'était vraiment intéressant dans ce domaine-là. Il y en avait pas mal dans la trilogie du samedi. Ensuite, je vous ai mis une facile, enfin, je vous ai mis des faciles. Grande série de la trilogie du samedi qui m'a énormément marqué. Buffy, bien sûr, à droite. Et à gauche, l'Archangel, voilà, tout à fait. Donc là, des grands personnages féminins qui ont marqué aussi, on en reparlera, mais ça fait vraiment partie des séries les plus connues. Et je vous en ai mis encore deux, je crois. Oui, alors ça, voilà, ça fait partie des séries plus obscures qui passaient à un moment dans la trilogie du samedi, ressemble un peu à un même type de principe que FX Effets spéciaux. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ça. Moi, j'adorais aussi, pareil, dans les années 90, je regardais ça. Est-ce que quelqu'un a regardé cette série? Personne? Ouais, tout à fait. Oui, oui, ouais, absolument. Ça qui, en fait, c'était une série qui s'appelait Players, les maîtres du jeu, en français, et c'est passé aussi justement dans la trilogie du samedi. Et encore une fois, c'est un peu ce type de série à la FX. Là, c'était une bande d'escrocs qui aident le FBI à résoudre des affaires, etc. Donc ça, c'était vraiment une tendance dans les années 90. Et je vous ai mis une dernière série, je crois. Ouais, vous reconnaissez ça? Ouais, c'est L'Immortel, tout à fait. C'était une série dérivée Highlander, avec donc le personnage d'Amanda qui est une immortelle dans Highlander qu'on revoit régulièrement dans la série. Et du coup, elle avait eu sa série dérivée où elle est accompagnée donc d'un flic qui est joué par Paul Johansson, que vous connaissez peut-être, qui entre-temps a ensuite eu un rôle très important dans One Tree Hill, dans Les Frères Scott. Il joue le père atroce dans les frères Scott, voilà, donc il a continué comme ça. Donc voilà, vous voyez qu'en gros, il y a des séries qui ont marqué, des séries dont on se souvient moins bien. Oui, c'était un spin-off intéressant parce qu'en plus, je réponds en même temps à ce que je vois sur le chat. Hein. C'était un spin-off intéressant parce qu'évidemment, du coup, c'était un personnage féminin qui était mis en valeur, et ça a amené il y avait vraiment une autre dynamique dans la dynamique entre les deux personnages par rapport à celle d'Highlander. Moi, j'adore Highlander aussi. Mais du coup, c'est vrai que ça complétait assez bien. C'est dommage, c'est une série qui n'a pas duré très longtemps. Mais donc, vous voyez, en gros, souvent, c'est des séries, voilà, suspense. Si c'est policier, il y a toujours un espèce de twist avec des intrigues un peu originales, et puis beaucoup de séries fantastiques et de science-fiction. Là, encore une fois, je ne les ai pas du tout évoquées, il y en a énormément. Et je veux aussi surtout me concentrer sur les séries qui sont passées dans les années 90, parce que comme la trilogie a continué vraiment dans les années 2000, il y a aussi toute la période 2000. Alors, je vais essayer de vous contextualiser un tout petit peu pour vous montrer un petit peu dans quel contexte en fait apparaît la trilogie du samedi et ce que ça représente
pour les séries dans les années 90. Alors, les années 90, c'est vraiment une époque très importante pour les séries, et notamment en France, parce que vraiment, il va y avoir une prise de conscience progressive de l'apport, en fait, de l'intérêt des séries. Il y a des gens qui vont défendre vraiment les séries comme art ou en tout cas comme média vraiment intéressant, quoi, comme le cinéma, etc., au moins autant que le cinéma. Donc, par exemple, il va y avoir des chaînes spécialisées qui vont apparaître ou des chaînes qui vont vraiment passer énormément de séries américaines qu'on n'aurait pas vues nécessairement dans d'autres contextes. Donc, par exemple, il va y avoir des chaînes comme Canal Jimmy qui va vraiment avoir une programmation très intéressante. Par exemple, en France, on est le seul pays qui a diffusé, je crois, Profit, la série Profit dans les années 90 en entier, parce que justement, elle était diffusée sur Canal Jimmy, même aux États-Unis, elle a été censurée, donc elle n'a pas été diffusée en entier. Et il y avait cette émission Destination Série sur Canal Jimmy qui était une émission de promotion en fait des séries. Il y a évidemment Série Club qui est né aussi. Il faut voir que Série Club, ça a été créé par le groupe M6, justement en 93, je crois. Donc il y a un rôle, vraiment, il y a un boom autour des séries, en particulier autour des séries américaines, et M6 va jouer un rôle tout à fait important là-dedans. Alors c'est vrai, oui, il y a quelqu'un qui remarque dans le public que les épisodes de Dream On passaient en France avant les États-Unis. Donc il y a eu vraiment un engouement pour ces séries américaines et une défense de ces séries. Et M6 a joué un grand rôle, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce contexte-là des années 90, on n'a évidemment pas le même accès aux séries que ce qu'on a aujourd'hui, et pas le même niveau d'information non plus. C'est vraiment une époque où on a compris de plus en plus, le grand public a de plus en plus compris comment fonctionnait la télé américaine, l'idée aujourd'hui des choses qui sont totalement courantes, mais qui à l'origine n'étaient pas connues. L'idée de saison, qu'est-ce que c'était un crossover, qu'est-ce que c'était une spin-off. Aujourd'hui, tout le monde connaît ça, mais dans les années 90, il y avait dans les magazines de séries des glossaires qui expliquaient ça pour découvrir, en fait. Donc voilà, c'est vraiment une décennie où on découvre tout ça. Et puis, c'est une décennie où il y a des très grandes séries qui vont imposer un type de format qui apparaît dans les années 80, mais qui devient vraiment le format dominant dans les années 90. Moi, c'est ce que j'appelle les séries semi-feuilletonnantes formulaires. En fait, c'est des séries qui sont bouclées, où il y a des épisodes bouclés qui sont sur la même forme, qui ont une formule, et puis qui en même temps vont développer des lignes d'intrigue sur plusieurs épisodes, voire sur la saison, voire sur la série. Alors pour nous, ça nous paraît vraiment un format archi classique aujourd'hui, très, très lié à la télévision de network, mais en fait, c'est un format qui est vraiment né dans les années 80, qui n'allait pas du tout de soi, qui vient d'une hybridation entre le soap et la manière dont étaient faites les séries de prime time avant. Donc, c'est vraiment un format qui s'est petit à petit construit et qui devient complètement dominant. Toutes les grandes séries des années 90, quasiment, adoptent ce format. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui ne font pas partie de la trilogie du samedi, mais qui sont des grandes séries des années 90 qui vont imposer ce format. Vous avez X-Files dès 93, Urgence dès 94, vous avez Ali McBeal, The Practice, et toutes les séries que je viens d'évoquer dans la trilogie du samedi adoptent aussi ce format-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, quand on en arrive à la trilogie du samedi vers 97, donc fin des années 90, on est à un niveau de sophistication de ce type de narration qui est vraiment très, très grand. C'est-à-dire que l'imbrication entre la formule et les lignes feuilletonnantes au début d'X-Files n'a rien à voir avec ce que va faire, par exemple, le Caméléon ou Profiler. On est à un autre modèle, c'est-à-dire que le modèle est le même, mais on a un niveau en fait, de sophistication de l'imbrication entre ces deux niveaux narratifs qui est vraiment immense. Alors, je vous ai pris, pour vous donner une petite idée, une citation en fait tirée du magazine Génération Série, qui est un magazine très important, un peu des gens de la même équipe que l'émission Destination Série dont je parlais tout à l'heure. Donc, magazine très important dans les années 90 qui défendait vraiment la cause des séries, que moi je lisais avec vraiment un immense plaisir dans les années 90. Et je vous ai pris une petite citation. Ils ont fait un dossier en 98, au printemps 98, sur Caméléon. Vous pouvez voir la couverture. Et là, Jacques Baudou écrit dans ce dossier, il écrit dans sa fameuse trilogie du samedi soir, donc en 98. M6 diffuse deux séries remarquables qui sont sans conteste en ce moment les deux meilleures qui puissent se voir sur les chaînes hertziennes, Le Caméléon et Profiler. Or, ces deux séries, qui ne relèvent pourtant pas d'un même genre, possèdent une caractéristique commune. Elles utilisent une double structure narrative qui
qui en fait au sens propre des séries feuilletons. C'est pour vous replonger un petit peu dans le contexte de l'époque, parce qu'à l'époque, on est encore dans une terminologie où on a vraiment une différence entre feuilleton, c'est-à-dire quelque chose qui se suit, et on qualifiait comme ça notamment justement les soaps, et la série. Et la série, c'est pas un feuilleton. La série, normalement, c'est en fait des épisodes qui sont vraiment autonomes et qu'à la limite, on peut presque regarder dans le désordre parce qu'il n'y a pas d'avancée de la série. Et quasi toutes les séries jusqu'aux années 80, en fait, étaient sur ce format-là. Si vous regardez des séries comme Columbo ou comme MacGyver, il n'y a pas d'évolution, en fait, ça se suit pas du tout. Or, là, vraiment, on est dans une période où on comprend qu'on va vraiment mêler les deux et on va le faire de manière tout à fait passionnante. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça des séries feuilletons. Aujourd'hui, ça paraît un peu étrange parce qu'on appelle tout ça des séries, de toute façon. Mais en réalité, pour l'époque, c'est vraiment une évolution qui est en train d'être conscientisée, en fait. Alors, pour vous donner un petit exemple de cette sophistication, en fait, du fonctionnement narratif des séries dans les années 90, et dont vraiment la trilogie du samedi est un bon exemple parce qu'il faut une sélection de séries. Bon, alors évidemment, il y a des qualités variables d'une série à l'autre dans la trilogie, mais ils vont passer un certain nombre de séries qui sont vraiment parmi les meilleures des années 90. Et donc ça, évidemment, c'est pour ça, bien sûr, aussi que la trilogie va être, on va s'en souvenir, en fait. Alors, je vous prends l'exemple du Caméléon parce que pour moi, c'est vraiment une série, c'est à ma connaissance, la structure narrative la plus complexe dans ce type de format que je connaisse. C'est d'une complexité extraordinaire, le Caméléon, c'est-à-dire que c'est vraiment une gageure d'écrire un épisode du Caméléon. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contraintes narratives qu'il faut être vraiment très, très, très fort. Alors, je vous ai mis un petit schéma que j'avais fait pour une autre présentation, pour vous montrer un peu toutes les lignes qui existent et qui doivent se mêler quasi dans tous les épisodes du Caméléon. Alors, vous voyez, le Caméléon, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui est vraiment une de mes préférées des années 90. Le Caméléon, en fait, c'est l'histoire de Jarod que vous voyez en haut à gauche, c'est un génie, en fait. Il est tellement fort qu'il a la capacité, en fait, d'apprendre n'importe quel métier, de se mettre, de simuler n'importe quelle situation et de comprendre ce qui s'est passé, comment les gens ont agi, etc. Et de s'adapter, en fait, à n'importe quelle situation. Or, en fait, du coup, ces aptitudes ont été utilisées par une structure qui s'appelle le Centre, que vous voyez sur la droite. Et il a été, en fait, voilà, il a grandi dans cette institution et ils se sont servis de lui pour vendre ses simulations, on va dire, dans différents contextes plus ou moins louches. Ça, il le découvre, en fait, au fur et à mesure. Et donc, quand il découvre que ces simulations sont utilisées à mauvais escient, eh ben, il va s'échapper du centre. Et il a déjà une trentaine d'années. Je crois que quand il s'échappe, il a 33 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, l'histoire du Caméléon, c'est que d'une part, il s'échappe, donc on essaye de le poursuivre pour le faire revenir au centre. Et d'autre part, il aide dans chacun des épisodes des gens. Il sélectionne un cas dans la presse de personnes pour lesquelles il y a eu une injustice ou quelque chose, une affaire non résolue ou des choses comme ça. Il y va, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, il découvre quel est le vrai coupable et il va l'amener à se dénoncer, en fait. Donc ça, vous voyez, ça c'est l'intrigue dans chacun des épisodes. Et puis vous avez les lignes feuilletonnantes. Alors pourquoi c'est aussi complexe? Parce que je vous ai mis déjà, c'est une série vraiment à mystère, très concept. Il y a ce qu'on appelle high concept. Il y a beaucoup de séries justement à partir de cette période-là qui vont être très conceptuelles, c'est-à-dire fondées sur vraiment des mécanismes très précis et avec beaucoup de mystères. Bon, ça, on le doit notamment à des séries comme Twin Peaks au début des années 90 et X-Files qui ont imposé cette idée que du coup le spectateur va être vraiment acteur en regardant la série, c'est-à-dire qu'il va s'interroger sur les mystères, il va essayer de trouver des solutions, des hypothèses, etc. Il y a cette dimension-là dans le Caméléon parce que tous les personnages ont des intrigues assez incroyables à résoudre. Donc vous avez Jarod qui essaye de retrouver son identité, Miss Parker juste à côté qui, elle, il y a un mystère autour de la mort de sa mère. Sydney, qui lui a un frère jumeau dans le coma, donc là aussi un mystère, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, etc. Plus toute la mythologie autour de qui dirige le centre, quelles sont ses intentions, etc. Donc vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi déjà des intrigues, beaucoup. Alors non seulement il y a des intrigues de type un peu semi-fantastique, mythologique, etc. Mais il y a aussi des intrigues qui relèvent vraiment des modèles des soaps, c'est-à-dire des frères cachés, des jumeaux, des secrets de famille, des choses comme ça. Et ça, c'est complètement réutilisé dans la trame du Caméléon. Donc déjà, ça fait beaucoup d'intrigues à gérer. Mais ça, c'est que les intrigues feuilletonnantes.
qu'on évoque à chaque épisode, mais chaque épisode a quand même son intrigue propre. Et alors là, l'intrigue propre de chacun des épisodes est tellement complexe que j'avais fait ce petit schéma pour essayer de montrer quels sont les éléments qu'on retrouve dans chacun des épisodes. Et vous voyez la complexité de la chose. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de fonctionnement dans chacun des épisodes. On suit Jarod, on suit les flashbacks de la vie de Jarod et on suit ce qui se passe avec les personnes du centre en même temps. Et tout ça s'entremêle en fait. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que une des caractéristiques du caméléon, c'est que en fait, les personnages principaux ne sont pas dans les mêmes espaces-temps, enfin, ne sont pas dans le même lieu, en fait. Dans un même épisode, à chaque fois, ils vont faire que se croiser. Alors, comment faire pour maintenir le lien, pour constituer quand même un groupe de personnages? C'est pour ça qu'ils vont souvent s'appeler, ils se laissent des cadeaux, ils se laissent des traces les uns aux autres, etc. Donc, c'est vraiment une dynamique narrative excessivement complexe. Et en plus, il y a plein de gimmicks qui vont revenir dans le caméléon à chacun des épisodes, notamment le fait que comme Jarod a grandi dans le centre, il ne connaît pas plein de choses de la vie en fait. Et c'est en un sens, il y a un aspect enfantin chez lui parce que justement, il n'a pas eu d'enfance. Donc, il découvre quelque chose, souvent quelque chose en lien avec la nourriture ou avec des jouets. Chaque épisode, quelque chose de nouveau. Et il va s'en servir en général dans son plan final, dans le piège qu'il mène. Donc, vous voyez l'ensemble de contraintes narratives qui existe pour raconter un seul épisode du Caméléon. C'est pour vous dire vraiment ce niveau de sophistication auquel on arrive dans les années 90. Et c'est la raison pour laquelle, justement, Jacques Baudou dit que c'est une des meilleures séries actuelles, parce qu'il y a vraiment cet aspect-là. Alors, je ne continue pas d'écrire en détail hein, le Caméléon, si vous voulez, on y reviendra. Mais voilà, ça c'est un très bon exemple. Et autre exemple que je cite aussi justement Jacques Baudou, c'est la 3e série de cette première trilogie du samedi, qui est Profiler. Et Profiler, c'est pareil, il y a un niveau c'est magistral, notamment la première saison, parce que bon, c'est une série qui a eu une vie un peu chaotique, comme beaucoup de séries, notamment parce qu'à un moment, le personnage principal l'actrice principale a été remplacée. Donc, du coup, bon, vie un peu chaotique, mais notamment la première saison de Profiler est vraiment magistrale, là aussi, dans l'organisation en fait, narrative de cette série, ce qui est centré cette fois-ci donc, sur Samantha Waters, qui est une profiler, donc, qui travaille pour le FBI. Mais la spécificité du coup de la série, c'est qu'elle est elle-même poursuivie, disons, elle est harcelée par un serial killer, dont je vous ai mis l'image qu'on voit à la fin du générique, qui s'appelle Jack. Donc, en fait, là aussi, on a un entremêlement très, très fort entre chaque épisode va porter sur une enquête, l'enquête du jour, sur laquelle travaille Samantha Waters, et puis toute l'intrigue qui se joue autour de Jack, qui est Jack, quand est-ce qu'il voilà, se protéger de Jack, parce qu'il va évidemment attaquer, voire parfois tuer certains des personnages qui entourent Samantha Waters, donc ça crée un suspense immense. Et la structure des épisodes, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par l'intrigue du jour ou est-ce qu'on commence par Jack? Sur quoi on finit? Est-ce qu'on finit sur un cliffhanger qui est lié au feuilletonnant ou est-ce qu'on finit sur quelque chose qui clôt sur l'intrigue du jour, etc. Tout ça, c'est un travail incroyable que fait Profiler et qui est vraiment très typique de ces séries des années 90. Donc, vous voyez, ça fait 2 exemples. Et donc, c'est pour ça encore une fois, la trilogie du samedi commence très fort, quoi, en installant ces deux séries-là. Et on verra bien. Alors oui, un commentaire du public, quelqu'un me dit, c'est surtout la chasse entre Jack et Samantha qui était intéressante dans cette série, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, l'interaction vraiment avec les intrigues du jour est quelque chose de tout à fait... c'est vraiment imbriqué, quoi. Ça, c'est une caractéristique vraiment des années 90, c'est que souvent, les intrigues de chacun des épisodes sont très liées. Soit elles sont un miroir de l'intrigue feuilletonnante. Ça se faisait beaucoup, par exemple, dans Annie McBeal. Dans Annie McBeal, souvent, les intrigues qui sont liées au cas que défendent les avocats sont en fait des miroirs des problèmes personnels des personnages et donc font aussi avancer l'intrigue feuilletonnante. Bon, voilà, donc il y a vraiment cette imbrication qui est très forte. Et tout ça va mener en fait finalement à Buffy. Moi, je pense que Buffy, c'est vraiment le sommet et qui donc va passer aussi dans la trilogie du samedi. Buffy, c'est vraiment le sommet de cette forme hybride entre le feuilletonnant et le formulaire, parce que il y a une sophistication là aussi, non seulement dans l'imbrication des intrigues, mais aussi une sophistication esthétique dans Buffy, parce que si vous voulez, cette manière de raconter les histoires, elle permet d'autonomiser les épisodes, c'est-à-dire en fait d'avoir une grande liberté. Comme chaque fois on reprend si vous voulez, c'est pas lié directement à ce qui vient de se passer.
On a une marge de manœuvre en termes de modification de ton, même de genre, en termes d'espace narratif qui est très grand. Et dans Buffy va être très connue pour les épisodes spéciaux, on va dire, dans Buffy, c'est-à-dire l'épisode muet, l'épisode musical, qui sont des épisodes qui, en soi, sont extraordinaires de manière autonome, mais qui, en plus, sont là à un certain moment de la série parce qu'ils font sens par rapport à l'évolution des personnages. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un niveau de sophistication de ce format aussi grand parce qu'il y a vraiment une imbrication totale entre le niveau de l'épisode et le niveau de la série. Et Buffy fait ça extraordinairement bien, d'autant que Buffy travaille aussi toutes les contraintes en fait, de cette télévision de network, de grande chaîne, avec coupure publicitaire, avec toutes les contraintes que ça implique, ce contexte économique, puisqu'elle utilise la séquence pré-générique, le générique, le résumé des épisodes précédents, voire même modifie le petit logo de la maison de production. Tout ça pour utiliser, en fait, utilise toutes ces structures pour être le plus pertinent possible par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc c'est vraiment, on arrive à un niveau en fait de ces séries où on a une conscience des moyens de la sérialité et on joue avec ça de manière complètement magistrale. C'est pour ça que sans toutes ces séries, on n'a pas évidemment les séries des années 2000. On dit toujours les années 2000, c'est une forme de nouvel âge d'or, etc. Mais en fait, dans les années 80, il faut les années 80, il faut les années 90 pour mettre en place tous ces éléments qui vont ensuite prendre d'autres formes dans les années 2000. Parce qu'ensuite, cette forme-là, elle va non pas disparaître, puisqu'elle existe toujours aujourd'hui, hein, clairement. Hein, des séries comme, je sais pas, Grey's Anatomy, par exemple, beaucoup de séries policières continuent à avoir ce format-là, mais il est déclassé dans l'imaginaire collectif à la faveur d'un format tout feuilletonnant et souvent de séries plus courtes. Mais ça, c'est un imaginaire collectif voilà, qui est une mode, mais il y a eu d'autres modes avant. Enfin voilà, ce sont des choses qui passent. À ce moment-là, il y a vraiment cette force de ce format-là, et à mon avis, il est particulièrement intéressant. Il n'est pas du tout moins complexe, au contraire, que les séries contemporaines, vraiment pas. C'est juste qu'il a une autre forme de complexité à laquelle aujourd'hui on est peut-être moins habitué. En fait, on ne voit pas forcément la difficulté de construire ces séries. Donc vraiment, ce sont des séries tout à fait passionnantes. Et donc, il y a plein d'exemples très intéressants dans la trilogie du samedi. Donc ça, c'est un des grands éléments qui fait que finalement, on va retenir, je pense, la trilogie du samedi, c'est ces séries-là. Mais il y a un autre aspect aussi qui me paraît intéressant, et je pense qu'il a beaucoup marqué aussi les spectateurs et les spectatrices, c'est qu'il y a une grande évolution des représentations dans les séries des années 90, et que les séries qui sont sélectionnées dans la trilogie du samedi vont être très révélatrices en fait de ces évolutions-là. Dans les années 90 notamment, on a en termes de représentation des femmes dans les séries une grande des personnages vraiment très très intéressants. Alors déjà, comme vous pouvez le voir simplement avec quelques images que je vous ai mises, et je ne les ai pas toutes mises, déjà il y a une grande présence tout simplement des personnages féminins dans les séries de la trilogie du samedi, et un certain nombre qui sont carrément l'héroïne, en fait. Je veux dire, qui sont vraiment centrales. Hein. Vous avez donc Samantha Waters dans Profiler, je vous ai remis Amanda dans l'Immortel, parce que là justement on est sur un spin-off où on change le genre, on va dire, du héros, et on passe à une héroïne. Vous avez bien sûr les trois sœurs Halliwell de Charmed, vous avez Sydney Bristow, bien évidemment, dans Alias, et je vous ai mis Buffy, bien sûr, héroïne, donc c'est elle qui donne son nom à la série, mais aussi, bien sûr, Willow, qui est un personnage tout à fait important aussi. Donc vous voyez déjà, là, en termes de représentation, il y a un très grand nombre de personnages féminins, c'est sûr. Alors après, comme vous pouvez l'observer, les personnages féminins sont... il y a quelque chose qui n'est pas représenté, évidemment, c'est les personnages racisés, il y en a très peu. À ce moment-là encore, mais par contre en termes de personnages féminins, voilà, de genre, il y a une plus grande diversité à ce niveau-là. Et aussi, ce sont pas seulement c'est pas seulement le nombre de personnages, mais c'est aussi leur place dans la narration et la manière dont elles sont représentées, parce qu'il ne suffit pas évidemment de mettre un personnage féminin dans une série pour que ce soit une série féministe, très loin de là. Mais dans les séries des années 90, en particulier dans les séries qu'on voit dans la trilogie du samedi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. D'une part, on a des femmes qui sont autonomes, indépendantes,
et surtout qui ont on dirait une agentivité. Elles agissent en fait. Elles attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Elles sont pas là pour faire joli. Elles ont vraiment un pouvoir d'action. Donc c'est le cas bien évidemment de Buffy, c'est le cas bien évidemment de Sydney Bristow, de Samantha Waters, de Miss Parker, mais aussi de Samantha Carter dans Stargate, que je vous ai mis là, qui est un grand personnage féminin. Donc ça c'est très important, c'est en quoi elles influencent l'histoire, en quoi elles ont une capacité d'action, et il est clair que dans ces séries, on a vraiment ce type de personnage féminin. Et par ailleurs, il y a deux choses. D'une part, on dit souvent, oui, c'est bien, il y a des femmes fortes. Alors, c'est vrai, il y a des femmes fortes. Donc, il y a vraiment une présence très grande dans la trilogie du samedi des femmes, on va dire, de femmes d'action qui se battent, qui souvent ont des pouvoirs surnaturels, comme c'est le cas de Buffy, comme c'est le cas de Willow, parce que c'est une sorcière, comme c'est le cas de l'Immortel, comme c'est le cas des sœurs Halliwell, bien sûr. Mais donc, il y a cet aspect vraiment de force physique, de pouvoir spécifique. Donc, des femmes qui vont pouvoir prendre leur destin en main, particulièrement parce qu'elles représentent ce type de pouvoir. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est des femmes très compétentes, l'aspect professionnel des femmes. Et ça, dans les années 90, c'est aussi un aspect qui, enfin, arrive de plus en plus dans les séries. Alors évidemment, avant la trilogie du samedi, on a le cas de Scully, qui est vraiment un cas d'école, qui va présenter ce type de personnage féminin, où voilà, c'est quelqu'un de compétent, qui apporte quelque chose professionnellement dans la série. C'est totalement le cas de Samantha Carter, qui elle aussi est vraiment un grand personnage féminin parce que justement elle ne se définit pas donc, par rapport aux hommes, etc., mais aussi parce qu'elle a une compétence qui lui est propre et qui va servir tout autant que les hommes de l'équipe l'épisode, les intrigues en fait. Et c'est le cas voilà, de tous ces personnages que je présente, bien évidemment Sydney Bristow, qui est la compétence incarnée, puisqu'elle elle a justement toutes les compétences à peu près possibles et imaginables, mais même Miss Parker, l'arrivée de Miss Parker dans le premier épisode du Caméléon, voilà, c'est un personnage vraiment qui détonne par rapport au type de personnage féminin qu'on avait jusque-là. C'est vraiment très indépendante. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de clichés qui sont liés d'une part à la question de la femme fatale. Ça, c'est le coup classique, évidemment, des représentations du féminin. Et puis le côté, voilà, uniquement mettre en avant des éléments de force, donc liés à l'imaginaire du masculin. Mais en même temps, ce sont toutes des femmes qui sont très nuancées et complexes. C'est ça qui est important. C'est plus important de voir des personnages féminins complexes que de voir des personnages féminins forts, en fait. C'est pas ça tellement qui est important. Là, ce sont des personnages féminins complexes, c'est-à-dire qui ont des nuances, qui ont des faiblesses, qui ont des forces, qui vont évoluer. Et donc, il y a tous ces aspects-là dans ces personnages féminins. Et c'est sûr que ça va avoir une importance dans les types de représentation. Et toute la génération qui va grandir, en fait, qui va être adolescente dans les années 90 et qui va grandir en voyant ces types de personnages-là, évidemment, ça va avoir une influence. Quoi. Ça devient des modèles auxquels s'identifier. Buffy va bien évidemment jouer ce rôle-là, c'est sûr. Parce que là, c'est vraiment une série qui porte sur la question de l'émancipation, sur la question de l'oppression et des structures d'oppression. C'est une série qui parle de la question du partage du pouvoir. Enfin, donc, c'est vraiment une série qui parle de ça en plus. Au lieu de simplement représenter des personnages féminins, c'est une série qui va parler de cette question-là, qui va problématiser en fait la question de l'émancipation. Alors évidemment, on a des positionnements qui sont quand même assez divers hein, en fonction des séries. Il y a des aspects dans Charmed, par exemple, qui sont assez post-féministes ou qui sont moins, enfin, disons, qui ne sont pas exactement sur la même ligne de représentation qu'une série comme Buffy, par exemple. Donc, il y a des nuances, puis ça dépend des personnages, ça dépend des moments de l'existence des séries, etc. Mais globalement, par rapport au peu de personnages qu'on avait auparavant et par rapport à l'aspect vraiment stéréotypé des personnages qui existaient auparavant, là, on arrive vraiment à une plus grande diversité. Et donc, ça, c'est sûr que ça a marqué clairement dans la trilogie du samedi. Et en fait, ça se joue aussi sur la manière dont sont représentés les personnages masculins, parce que il y a la question des personnages féminins, mais il y a la question des personnages masculins aussi. Et on a des personnages masculins beaucoup moins stéréotypés dans la trilogie du samedi. Là, je vous ai mis Jarod, hein, bien évidemment, qui présente une masculinité qui n'est pas du tout une masculinité hégémonique, comme on dit. Vous avez Léo dans Charmed, vous avez Alex
Xander dans Buffy. C'est d'autres formes aussi de masculinité qui présentent du coup une vision là aussi plus diverse et plus intéressante en fait des représentations de genre. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose c'est une dynamique qui est vraiment très ancrée dans ces séries-là et qui va avoir une portée bien sûr jusqu'à aujourd'hui. On continue à voir, on n'est pas encore arrivé, mais on continue à voir ce type d'évolution. Et c'est assez important parce qu'il faut voir que la décennie 80, par exemple, on était vraiment sur la décennie des années 80 est vraiment connue pour la représentation d'une masculinité hégémonique, vraiment centrée sur. Vous voyez, c'est la décennie de Schwarzenegger et ce type d'imaginaire très lié à l'époque de Reagan aux États-Unis. Donc, une certaine forme de masculinité. Et là, dans les années 90, il y a quand même d'autres choses qui viennent compenser en fait là. Bon, je le tire à très grands traits, parce que bien évidemment, il faudrait nuancer tout ça, mais ça donne un petit peu des repères. Alors donc, très intéressant ces séries pour la question de la qualité tout simplement et des formes narratives, esthétiques, etc. Très intéressant pour la question des représentations, mais aussi intéressant parce que ce sont des séries qui sont souvent assez sombres et qui vont traiter en fait de questions qu'on voyait peut-être pas nécessairement beaucoup jusqu'à présent. Dans les séries. Donc, du coup, là aussi, c'est quelque chose qui va marquer parce que ce sont des séries qui même, alors, qu'elles le fassent de manière réaliste dans des contextes où on est plus policier ou de manière par le biais, en fait, de la science-fiction ou du fantastique, elles vont traiter un certain nombre de questions. Alors, j'ai repris un exemple que je trouve quand même très frappant et très fort. C'est un épisode de Profiler qui est centré autour de la question du viol. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous disais que le Profiler passe en deuxième partie de soirée parce que c'est une série beaucoup plus violente. Bien sûr, c'est une série sur un serial killer, donc évidemment. Mais il y a un épisode très intéressant sur la question du viol. Et en fait, l'épisode commence, en fait, est rythmé tout au long de l'épisode. En fait, on voit le temps qui passe, en fait, parce qu'en fait, à la fin, vous avez ce carton qui apparaît et qui explique, donc je vous l'ai mis, qu'il y a quelqu'un qui se fait violer toutes les 5 minutes aux États-Unis, en fait. Et donc, il vous dit que pendant le temps que vous avez pris à regarder l'épisode de Profiler, il y a eu 12 viols. Donc, c'est évidemment un épisode, vous voyez comment la structure, en fait, comment la série utilise sa structure de narration pour essayer de faire passer voilà, un message, pour sensibiliser les personnes à un sujet très grave et voilà, et très sombre, en fait. Donc, vous voyez, on est évidemment dans des séries de divertissement qui sont sur des grandes chaînes, etc. Mais il y a un certain nombre de choses quand même qui sont abordées et de manière assez frappante. Là, c'est quand même, il y a une violence qui est faite là quand même aux spectateurs et aux spectatrices de voir cet affichage-là. C'est-à-dire il y a une prise en compte, on expérimente le temps de manière tout à fait différente, le temps de l'épisode, en ayant vu à la fin cette inscription. Donc, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être évoquées dans ces séries. Et c'est pour ça que, à mon avis, elles sont aussi importantes. Et dernier point, je finirai avec ça, et puis après, si vous avez des questions, on pourra discuter. Dernier point que je trouve très important, c'est que dans les années 90 et dans beaucoup de séries de la trilogie du samedi, il y a une importance du groupe. C'est-à-dire que souvent, les séries, ça c'est une évolution qui commence dans les années 80, mais avant les séries, souvent c'était un héros ou une héroïne, éventuellement un duo. Mais de plus en plus, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle les ensemble shows, c'est-à-dire des séries sur des groupes. Et dans la trilogie du samedi, vous avez beaucoup de groupes très importants. Et non seulement c'est une série de groupes, c'est-à-dire les personnages sont quasi mis à égalité. Enfin, ça dépend évidemment ça dépend des moments, ça dépend des épisodes, etc. Mais je veux dire, tous les personnages sont développés, sont importants. C'est le cas, par exemple, dans Stargate. Je vous ai mis un exemple que je n'avais pas évoqué jusqu'à présent, mais qui est un peu plus tardivement dans la trilogie de samedi, Roswell. Vous avez beaucoup de groupes et vous avez évidemment Buffy. Et ce qui est important, c'est que c'est aussi une problématisation de la question du collectif. Buffy, c'est vraiment une série aussi sur le collectif, sur l'importance du collectif. C'est une série qui s'appelle Buffy, mais le but, à la fin, c'est que ce ne soit pas elle seule la tueuse de vampires. Donc, c'est justement le principe. C'est une série qui est fondée finalement sur l'idée du Scooby Gang, donc du groupe,
d'amis de cette tueuse. Et d'ailleurs, dans la première saison de Buffy, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, si Alex, donc si son ami n'avait pas été là, Buffy serait morte à la fin de la première saison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La série nous dit dès la première saison, en fait, Buffy toute seule, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est interagir tous ensemble, c'est le groupe, c'est le collectif. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être caractéristique. Il y en a beaucoup, beaucoup de séries des années 90 qui fonctionnent justement sur cet ensemble de personnages. Alors ça amène aussi une variété de points de vue, une diversité de types de personnages, et on est moins centré sur une seule personne. Et ce n'est pas le cas simplement dans les séries de la trilogie du samedi. Hein. Bien sûr, si vous voyez une série comme Urgence, par exemple, on est vraiment sur un très grand nombre de personnages principaux. Bien sûr, il y en a qui vont ressortir plus que d'autres, mais ce qui est important, c'est aussi, d'ailleurs, la série Urgence s'appelle Urgence. Enfin, ce qui est important, c'est le lieu et pas nécessairement un seul personnage. Bien sûr, la série s'ouvre avec Carter, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les personnages interagissent. Et vraiment, toutes ces séries-là vont mettre en avant ce type d'esprit. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui a marqué et qui a suscité un intérêt pour cette trilogie de samedi. Et donc voilà, donc en fait, vous voyez, il y a plein d'aspects qui résonnent jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce sont des séries très influentes. Si on ne les avait pas eues, on n'avait rien des séries des années 2000, hein, clairement. Ce sont des séries qui ont vraiment posé un certain nombre de jalons et qui se construisent aussi dans la continuité des séries des années 80. Ah ben justement, voilà, exactement. Ça correspond tout à fait à ce que la personne est en train de dire dans le chat, puisque effectivement, cette dynamique de groupe, elle naît avec Hill Street Blues au début des années 80, puis Saint Elsewhere, bien sûr, parce que justement, c'est une des premières fois où justement on s'intéresse à tout le commissariat. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Hill Street Blues, en France, a été traduit par Capitaine Furio. Donc on était encore dans cette modalité d'appréhension des séries où ça devait être un héros. Mais en réalité, ce n'est pas ça la série. La série, c'est un ensemble show, c'est une série qui parle justement de tout le commissariat et de tous les personnages et de la manière dont ils interagissent. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui naît tout à fait dans les années 80, en particulier dans ces séries qui vont mener à ce format que je suis en train de décrire dans les années 90. Et dans les années 90, ça devient vraiment quelque chose de tout à fait je dirais pas dominant, mais enfin vraiment une dynamique vraiment très, très, très importante. Évidemment, ça complexifie les lignes narratives, parce que dès lors que vous avez plein de personnages dont il faut parler, il va falloir créer de multiples intrigues dans le même épisode pour que chacun ait sa place. On va pouvoir peut-être faire des épisodes qui vont être centrés sur un personnage, un autre épisode qui va être centré sur un autre. Donc il y a vraiment une espèce de montée en puissance, on va dire, des procédés narratifs dans les séries, et notamment en raison de cette importance du groupe, je pense. Voilà. Donc, voilà un petit panorama, bon, évidemment, pas du tout exhaustif, hein, bien sûr, de ce qui s'est passé dans la trilogie du samedi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses dont vous avez envie de discuter. Je me retourne vers vous pour voir s'il y a des mains qui se lèvent. Est-ce que vous avez des questions? Quelles sont les séries du coup qui vous ont le plus marqué? Est-ce que je les ai citées? Est-ce qu'il y en a peut-être qui vous ont beaucoup marqué, que j'ai peut-être pas évoqué? Parce qu'encore une fois, bon, c'est aussi un peu subjectif, hein, c'est les séries qui m'intéressent. Donc Buffy, bien sûr. En général, quand on demande quelles sont les séries qui ont le plus marqué la trilogie du samedi, souvent c'est Buffy qui revient, Le Caméléon. Ouais. Je regarde la réponse que vous avez. Oui. Buffy, Le Caméléon, Charmed. Ouais. Voilà, Stargate, Smallville aussi, etc. Ça, c'est aussi un autre profil plus SF, en fait, de la trilogie du samedi, qui est important aussi. Hein. Stargate, c'est quand même une franchise immense. Stargate SG1, ça dure, j'ai plus en tête le nombre exact de saisons, mais enfin, c'est énormément de saisons, plus les deux autres séries dérivées après. C'est vraiment un univers qui va s'imposer parmi les séries de science-fiction dans les années 90, et c'est vraiment très intéressant, Stargate. Donc Buffy, Charmed, ouais. Profiler, donc est cité, oui. Profiler, c'est vraiment, encore une fois, la première saison, par exemple, et la deuxième saison aussi, c'est vraiment magistral hein, en termes de série policière, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Oui, alors il y a une question.
Alors, davantage, c'est difficile à dire, parce que là, on est vraiment sur des corpus immenses. Il y a toujours eu, hein, évidemment, des scénaristes femmes. Alors, ça a été des. Il y a, dans l'histoire des séries américaines, il y a vraiment comment dire, des hauts et des bas. C'est pas du tout une histoire d'évolution linéaire, parce que par exemple, au tout début de la télévision américaine, il y avait pas mal de femmes showrunners dans les années 50, et puis ensuite ça a complètement disparu. Puis à nouveau, on a eu un pic, il y a de plus en plus de femmes showrunners. Donc c'est compliqué, hein, ce genre de choses. Là, j'ai pas fait le calcul, donc je pourrais pas vous dire numériquement s'il y en a plus. Il y en a parmi les séries que j'ai évoquées, mais la plupart des séries que j'ai évoquées ont en tout cas pour créateurs ou showrunners des hommes, la plupart. Mais il y a un certain nombre de scénaristes femmes qui vont émerger dans ces séries. Alors par exemple, dans l'équipe de Buffy, il y a des scénaristes femmes qui vont émerger, qui sont très importantes, puisqu'elles vont devenir elles aussi à leur tour showrunners plus tard dans les années 2000. Je pense à Martin Oxon, je pense à Jane Stenson. Donc il y a comme ça des femmes scénaristes qui vont émerger, qui sont très importantes et qui vont avoir vraiment leur monde à elles à l'intérieur de la série. C'est-à-dire elles vont vraiment apporter quelque chose de spécifique. Par exemple, il est connu que dans le staff des scénaristes de Buffy, certains scénaristes avaient un personnage un peu attitré, donc, pour lesquels ils écrivaient particulièrement. Et donc, du coup, certaines scénaristes ont comme ça développé des personnages spécifiques. Donc, oui, voilà, il y a des scénaristes femmes, mais numériquement, je ne pourrais pas vous dire quelle est la proportion. Il y a toujours plus d'hommes, en tout cas, ça c'est sûr, que de femmes. Avec des petites ampoules au-dessus de vos têtes. Je ne sais pas si ça veut dire que vous avez des questions ou si c'est. Alors, je lis vos remarques. Oui, alors effectivement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, ça se faisait un peu organiquement, c'est-à-dire qu'il y a des scénaristes qui avaient une affinité particulière sur le développement d'un personnage, et donc du coup, bah, quand il y avait des épisodes un peu plus centrés sur eux, bah, souvent, ce sont ces scénaristes qui les écrivaient. Comme je vous ai dit, comme on est souvent sur des ensembles, il y a souvent des épisodes avec certains points de vue, voire même des épisodes spéciaux qui vraiment sont attribués à un point de vue. Je pense à l'épisode sur Andrew, par exemple, dans la saison 7 de Buffy, ou l'épisode sur Jonathan dans la saison 4, qui sont des personnages plus secondaires, mais tout d'un coup qui vont prendre le pas sur la narration, qui vont imposer leur propre point de vue. Alors, des ouvrages sur les séries, alors sur les séries en général, ou sur quelle série, qu'est-ce que... En général, ok. Alors, l'ouvrage qu'on conseille généralement à nos étudiants, parce que c'est vraiment pour comprendre comment fonctionnent les séries, c'est vraiment un manuel de base très bien, qui s'appelle Décoder les séries télévisées. Il a été dirigé par Sarah Sépulcre, qui est une collègue en Belgique. Décoder les séries télévisées, il est vraiment très bien parce que ça vous donne tous les éléments sur comment fonctionne une série, le contexte de production, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne base. Après, vous avez si vous vous intéressez à des séries en particulier, vous avez des collections d'ouvrages qui sont sortis. Alors malheureusement, il y en a une, elle n'existe plus, mais enfin, tous les anciens livres qui sont sortis sont intéressants. Vous avez la collection au PUF, où en fait, chaque petit ouvrage est consacré à une série. Donc vous en avez un sur Friends, un sur Lost, un sur The Wire, donc voilà, et ce sont des petits ouvrages d'une centaine de pages qui font vraiment bien le tour sur une série. Donc ça peut vous apporter des éléments. Après, ça dépend si vous voulez lire des choses, disons, vraiment très pointues ou des choses plus générales. Mais voilà, je pense que ça peut être déjà deux pistes intéressantes. Après, moi, je co-dirige une collection où on a publié plusieurs livres, ça dépend, il y en a qui peuvent vous intéresser. C'est une collection qui s'appelle Serial, aux presses universitaires François Rabelais. Et on publie que des livres, en fait, dans cette collection sur les séries. Le premier titre, c'est un livre sur Game of Thrones. Mais en fait, sur les séries en général, mais pas seulement sur la sérialité. Donc, on a fait un livre sur Goldorak, des choses comme ça. Pas moi, je ne l'ai pas fait, mais je veux dire, on l'a publié. Donc voilà, ça peut être une piste aussi en fonction de vos intérêts et en fonction des séries qui vous intéressent. Il y a d'autres questions? Alors, je vous recommande aussi, si les séries vous intéressent, en fait, je fais partie d'un groupe de chercheurs
qui s'appelle GUEST, comme un invité en anglais, GUEST, groupe universitaire d'études sur les séries télévisées. Et on fait plein d'événements scientifiques, mais surtout, donc on publie aussi beaucoup de choses, mais on filme la plupart de nos événements scientifiques. Et donc, on a une chaîne YouTube qui s'appelle GUEST, sur laquelle vous pouvez trouver une grande partie de nos conférences. Donc, il y a peut-être des choses qui, parmi ces vidéos-là, peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir. On filme depuis plusieurs années maintenant nos événements universitaires. Donc, il y a des choses sur plein de séries. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, ça s'appelle GUEST. Le groupe de recherche, si vous tapez ça alors maintenant, ça s'appelle GUEST Occitanie. Avant, on était en Normandie. Donc, avant, ça s'appelait GUEST Normandie. Mais voilà, c'est le nom du groupe. C'est Groupe universitaire d'études sur les séries télé. GUEST, GUEST. Donc, si vous cherchez ça sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'on fait, nos événements, le site Internet, la chaîne YouTube, nos publications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la place aux prochains intervenants pour qu'ils aient le temps de s'installer. Merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que ça vous a intéressé et passez une bonne suite du Bordeaux Geek Festival virtuel. Voilà, merci pour les applaudissements virtuels. À bientôt, au revoir. Oui, c'est ça, Guest Occitanie, tout à fait, je réponds, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Claire.